Voici une fiche méthode et rédaction absolument fondamentale pour faire des mathématiques, puisque une majeure partie des exercices en mathématiques, quel que niveau que ce soit, demandent à résoudre, à montrer des égalités, à montrer que deux choses sont égales. Alors, les méthodes restent toujours fondamentales. On a une première méthode qu'on va faire en première intention, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, on va toujours essayer ça en premier. Donc, on veut montrer que grand A égale grand B, que voilà, une égalité de ce style-là. Donc, la première méthode, c'est qu'on part de A, égal, 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 etc. Et on va effectuer le calcul, faire des modifications, et on va arriver à grand B. On aura montré l'égalité. Première variante, au lieu de partir de A, on peut partir de B. Il n'est pas dit qu'on vous donne l'égalité dans le sens le plus pratique pour la démontrer. Donc des fois, il faudra partir de ce qui est de droite pour aller vers ce qui est à gauche. On verra un petit peu plus loin comment est-ce qu'on peut choisir. Donc on part de B égal égal pour arriver à A. Et puis des fois, bien sûr, on part de A égal égal et puis on est coincé à un endroit. C'est-à-dire qu'on arrive à C et puis là on n'arrive plus à modifier parce qu'il nous manque des outils ou on en a oublié, peu importe. À ce moment-là, on s'arrête. On repart de B de l'autre côté, égal, égal, et on arrive à la même chose. Ici, bien entendu, la conclusion, ça sera dans tous les cas A égale B. La deuxième méthode, c'est la méthode qui arrive en deuxième intention et pas en première intention, attention. On part d'une égalité existante qui est donnée dans l'énoncé ou qu'on a démontré dans une question précédente. C'est très important à partir de la classe de terminale, c'est que de suivre la logique de l'exercice. Quand on a fait une question, si on est à la question 3, on a fait la question 2 et on a fait la question 1. Donc il y a de fortes chances qu'il faille utiliser des résultats de la question 2 et de la question 1. Donc si on a démontré déjà une égalité dans les questions précédentes, alors il faut penser que peut-être on peut partir de là. Et cette égalité qui existait déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va la modifier en raisonnant par équivalence autant que possible. Et on arrivera bien entendu à la conclusion de A grand A qui est égal à grand B. Alors, un certain nombre de remarques qui sont également très importantes. La première, c'est que pour la méthode 1, j'ai dit on peut partir donc de A ou de B. Alors, comment est-ce qu'on choisit? En règle générale, mais c'est pareil, hein, c'est en général, c'est pas valable dans 100% des cas. Après, il n'y a que l'expérience qui vous permettra de savoir quel est le plus pratique. Mais en général, on part de l'expression la plus compliquée pour aller vers la plus simple. Voilà, ça c'est une règle qui marche assez souvent quand même, surtout au niveau de la terminale. La deuxième remarque, c'est que, attention, ça c'est des erreurs de rédaction, pas de méthode mais de rédaction. Il ne faut jamais écrire la conclusion en première ligne. La conclusion, c'est A est égal à B. Donc si vous écrivez A est égal à B en première ligne, c'est terminé. On ne dit plus. Vous avez écrit la conclusion, ça veut dire que vous l'avez admis. Et donc, après, tout ce que vous pourrez écrire par la suite est nul et non avenu. Donc, faites très très attention. Le A égale B, il doit arriver à la dernière ligne et jamais avant. Toujours à la dernière ligne. La troisième remarque qui est très importante aussi, je l'ai déjà dite mais je le répète parce que c'est vraiment le fondement de tout, c'est que dans tous les cas, on commence par essayer la méthode 1, elle prime sur toutes les méthodes. Et en particulier dans la remarque numéro 4, c'est que si je fais une démonstration par récurrence, donc dans l'étape d'hérédité, alors on conserve toujours la méthode 1 en première intention. Mais on peut aussi utiliser la méthode 2 parce qu'on dispose toujours d'une égalité dont on peut partir de l'hypothèse de récurrence que l'on pourra modifier. On commence d'abord par la méthode 1, si ça ne marche pas, alors on essaie la méthode 2 en partant de l'hypothèse de récurrence. Enfin, la dernière méthode qui va permettre de montrer une égalité, c'est si vous avez dans la question, on doit montrer l'égalité pour tout entier n. Si vous avez ça pour tout entier n, eh ben, vous reconnaissez que dans ce cas-là, on peut éventuellement envisager une démonstration par récurrence. Attention, ce n'est pas systématique, hein, mais c'est vrai que la démonstration par récurrence peut être pratique dans ce cas-là. Alors, un exercice type correspondant à cette méthode pour montrer une égalité. Donc, je veux montrer que pour tout réel, ici, on a cette égalité, c'est-à-dire deux expressions différentes où intervient la fonction exponentielle. La première chose quand vous commencez à faire un exercice où vous démontrez quelque chose, c'est de savoir l'architecture de la démonstration, l'architecture de la rédaction. Et donc, il faut savoir d'où est-ce que vous partez et d'où est-ce que vous arrivez et où est-ce que vous allez arriver et surtout savoir ce qu'il faut écrire et ce qu'il ne faut pas écrire. Après, il ne restera plus qu'à faire les étapes intermédiaires.
Donc ici, quand vous allez faire votre architecture de la démonstration, elle va partir, donc on va utiliser la première méthode en première intention, c'est-à-dire je vais partir de l'un des deux ici pour aller vers l'autre. Je respecte la règle qui dit que je vais partir de la chose la plus compliquée des deux. Ici, il se trouve que la chose la plus compliquée, c'est ce qui est à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a exponentielle de x et exponentielle de moins x. On a donc deux choses qui sont différentes, alors que là, on n'a que exponentielle de 2x. Donc, moi, j'estime que la forme de gauche est plus compliquée. Donc, l'architecture de la démonstration, elle va être comme ça. Je vais prendre la méthode 1, et je vais prendre donc exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur, ici, sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x, et je vais faire égal, etc., etc., égal, je vais continuer, etc., sur ma copie, et je vais arriver à la fin à égal, à quoi? À égal exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de 2x moins 1. Voilà, dans 100% des cas, vous devez avoir ça, c'est-à-dire vous partez de là, égal, 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 etc., et vous arrivez à cette chose-là. Il est hors de question d'écrire en première ligne cette chose-là, puisque ça, c'est la conclusion. Donc ça va arriver qu'à la fin, et uniquement à la fin. Alors, ici, maintenant, je vais résoudre ce problème. Donc, est égal à quoi? J'ai toujours mon trait de fraction, et on va bien sûr, ici, utiliser les propriétés de la fonction exponentielle. Faites attention, ce trait de fraction, il est là, il va donc être au niveau du signe égal. Faites attention de ne pas le mettre en dessous ou au-dessus, autrement, vous risquez d'être sanctionné. Donc, je conserve mon exponentielle de x, où il n'y a pas de souci. Et ici, le exponentiel de moins x, je vais le transformer en 1 sur exponentielle de x. J'utilise la propriété ici sur les exponentielles. Exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Vous l'avez vu en classe de première. Et je fais exactement la même chose en bas. Je vais avoir exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x. Ici. Je continue mon calcul et maintenant on arrive aux automatismes de calcul. Les automatismes de calcul, c'est quand j'ai quelque chose comme ça, je n'ai pas d'état d'âme, je vois quelque chose comme ça, immédiatement j'ai le réflexe, je dois réduire au même dénominateur. Donc je vais avoir ici une fraction au numérateur, et ici je vais pareil réduire au même dénominateur, c'est-à-dire je vais avoir aussi une autre fraction ici. Vous remarquez que mes deux traits de fraction sont plus petits que le grand trait de fraction ici. Donc ici, ça va être tout sur exponentielle de x, donc il faut que je multiplie ici, ça va me faire exponentielle de x au carré plus 1. Voilà, j'ai fait ma réduction au même dénominateur pour ce qu'il y avait en haut. Je fais la même chose pour ce qu'il y avait en bas. Donc je vais avoir tout sur exponentielle de x ici. Et je vais avoir exponentielle de x au carré moins 1. D'accord, voilà, ici, ça va nous donner cette chose-là avec les automatismes de calcul. On déroule, on n'a pas à réfléchir, ça doit être automatique. Maintenant, j'ai une fraction sur une fraction. Donc déjà, on va supprimer, c'est-à-dire qu'on va, quand on divise par quelque chose, on multiplie par l'inverse. Donc, on va avoir ici deux fractions, une fraction multipliée par une autre fraction ici. Donc, la première, c'est exponentielle de x au carré plus 1. Ici, sur exponentielle de x, multiplié par, ici je multiplie par l'inverse, ça me fait donc exponentielle de x sur exponentielle de x au carré moins 1. Voilà pour cette étape. Maintenant, ici, eh bien, on voit que je vais pouvoir simplifier notre exponentielle de x ici avec l'exponentielle de x ici. Il va nous rester donc exponentielle de x au carré plus 1 sur exponentielle de x au carré moins 1. Voilà, et maintenant il ne me reste plus qu'à dire que j'utilise cette propriété-là, exponentielle de a à la puissance b est égale à exponentielle de a fois b, et donc ici ça va me faire le résultat qui est là. J'ai terminé, c'est-à-dire pour passer directement de là à là, j'ai cette propriété, pardon, pour passer directement de là à là, j'ai cette propriété qui me permet de le faire. Et donc, j'ai terminé ma démonstration et on n'oublie pas à la fin de faire une conclusion. Conclusion pour tout réel x. Alors, en général, la conclusion consiste à recopier un petit peu l'énoncé. Pour tout x appartenant à R,
je vais avoir exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x, qui va être égal à exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de 2x moins 1. Donc, voilà une architecture d'une première architecture de démonstration. Faites très attention et ne partez pas de la conclusion, surtout autrement le correcteur pourrait être autorisé à ne pas lire ce que vous avez fait et à considérer que vous avez admis le résultat.